Donc on va continuer le cours de la dernière fois où je vous ai introduit les biomatériaux. On a expliqué la définition de biomatériaux. On a expliqué aussi les différentes phases qui puissent exister dans un matériau. On a parlé de l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Maintenant, on va voir comment ces atomes se répartissent dans la matière. Et donc là, on va parler de la cristallographie. Et on va tenter de suivre le plan suivant, c'est-à-dire on va parler de l'ordre et le désordre, on va parler de liquide ou solide amorphe. Donc là, on va introduire le mot amorphe qui sera important, à savoir le désordre atomique. On parlera du solide cristallin et après on va rentrer pour déterminer quelques notions de cristallographie. Donc on parlera du système érisocristallin. Après, le repérage des directions et des plans. On donnera bien entendu des exemples en utilisant un cube. Et on parlera de densité de nœuds et compacité. Maintenant, il faut définir c'est quoi l'état cristallin. L'ensemble des composés ioniques et la plupart des composés métalliques se trouvent à l'état solide. Il est préférable de définir tout d'abord les solides et plus précisément l'état cristallin. Les solides peuvent être divisés en deux catégories. Vous avez le solide amorphe, comme le verre, les matières plastiques. Un solide amorphe est désordonné. Il est caractérisé par des propriétés physico-chimiques identiques dans toutes les directions. On dit qu'il est isotrope. Bien entendu, il y a des moyens d'investigation qui peuvent déterminer si le solide est amorphe ou pas. C'est comme par exemple en faisant de la diffraction au rayon X, ou bien l'analyse thermique, etc. Par contre, le solide cristallin, et je peux donner des exemples de solides cristallins comme le quartz, les pierres précieuses, le solide cristallin est ordonné. Il présente lui aussi des propriétés isotropes, mais seulement le long d'une direction. On parle alors d'isotropie directionnelle. Ceci fait du cristal, en fin de compte, un solide anisotrope. Alors bien entendu, les mêmes moyens d'investigation comme la diffraction du rayon X ou bien la diffraction électronique peuvent déterminer si le solide est cristallin ou pas. La caractéristique spécifique d'un cristal est son ordre et sa périodicité dans les trois directions de l'espace. Ceci laisse supposer l'existence d'une certaine régularité interne ou structure ordonnée jusqu'au niveau atomique. C'est cet arrangement régulier des atomes à grande distance qui distingue essentiellement les solides cristallins des solides amorphes. Donc maintenant que vous avez vu la différence entre un solide cristallin et un solide amorphe, d'ailleurs on va vous donner d'autres exemples plus concrets appliqués à la dentisterie. Avant de continuer, il faut connaître l'architecture atomique. C'est quoi l'architecture atomique? C'est la disposition des atomes dans l'espace et les relations géométriques qui en découlent. Comme là, vous pouvez le constater sur cette figure. En ce sens, les gaz représentent le désordre complet puisque la position d'un atome par rapport à un autre est tout à fait arbitraire, c'est-à-dire en mouvement continuel. À l'opposé, les solides cristallins démontrent un ordre parfait puisque la position d'un atome par rapport à un autre est bien définie. Et la figure 2 le montre très bien. Alors, en désordre, on avait parlé de solide amorphe. On avait dit que solide amorphe, c'est un état qui est désordonné de la matière. Donc, on peut donner des exemples comme on peut trouver ce désordre dans les plastiques, par exemple, dans les céramiques, ou bien dans les verres. Par contre, les solides cristallins, on avait parlé d'un ordre atomique, bien sûr dans le solide, comme par exemple les métaux, les céramiques et certains plastiques. En fait, il existe 7 systèmes cristallins. Et on va expliquer ces 7 systèmes cristallins. Dans l'espace à 3 dimensions, les différentes façons de répartir 3 vecteurs conduisent à 7 systèmes cristallins qui permettent de décrire toute la matière cristalline.
Ces 7 systèmes cristallins se distinguent les uns des autres par des mailles parallélépipédiques plus ou moins symétriques. Les éléments de symétrie caractéristiques de ces parallélépipèdes sont les centres, les axes et les plans de symétrie. Donc on va les voir en détail et nous ferons des exercices pour bien comprendre l'application de ces axes de symétrie et des plans de symétrie. Mais pour comprendre un réseau tridimensionnel, comment les atomes se répartissent à 3 dimensions, il est tout à fait logique de commencer par un réseau bidimensionnel, c'est-à-dire à 2 dimensions, pour comprendre ce qui se passe à 2 dimensions. Imaginons un plan X ou Y dans lequel les atomes sont répartis selon un ordre qui permet de trouver tout atome à partir de l'origine en effectuant un certain nombre de translations selon OX et OY. Donc je rappelle, OX et OY sont des axes. Donc comme on est dans un plan vectoriel de dimension 2, donc on va considérer le plan OXY. Ce modèle peut être défini à l'aide de, premièrement, le motif et le réseau. Alors si on veut définir le réseau doit être en fonction de quoi? De A, qui constitue le paramètre de maille entre l'atome et son voisin selon OX, B, entre l'atome et son voisin selon OY, et gamma, l'angle que fait OX et OY. Ceci permet de reconstituer le cristal bidimensionnel dans l'intégralité. Et donc cette figure-là vous le montre. Vous avez le motif, vous avez la distance interatomique selon OX, donc là cette distance est appelée A, et selon OY, la distance entre l'atome et son premier voisin c'est B, donc ça s'appelle paramètre de maille, et donc là à partir de l'angle aussi entre OX, OY et gamma, je peux reconstituer tout le motif, tout le cristal. Alors le parallélogramme formé par A et B, on appelle ça la maille élémentaire. Elle est définie par un vecteur OP qui est égal à U vecteur A plus V, B, où A et B sont des vecteurs de base. Maintenant qu'on a compris comment on forme un réseau bidimensionnel, le réseau tridimensionnel ou bien tripériodique ne va pas constituer un problème pour vous. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un axe qui est OZ. Une maille est construite sur le vecteur ABC qui, par définition, sont portés respectivement par OX, OY et OZ, faisant entre eux les angles gamma, alpha, bêta. Où l'angle gamma, c'est l'angle que fait l'axe OX avec l'axe OY. Alpha, c'est l'angle que fait l'axe OY avec l'axe OZ. Et bêta, c'est l'angle que fait l'axe OX avec l'axe OZ. Les grandeurs A, B, C, alpha, bêta, gamma sont les 6 paramètres définissant une maille. Donc là, pour définir une maille à 3 dimensions, il faut avoir les 6 paramètres. Alors on peut montrer, comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant des 7 systèmes cristallins, que seules 7 formes parallélépipédiques permettent de remplir totalement l'espace. Ces formes constituent les 7 systèmes cristallins. Donc là, dans cette diapositive, je vous montre un réseau périodique cubique, bien sûr où les atomes sont en rouge. Un exemple aussi de maille. Donc la maille ci-compte possède 8 atomes de type A placés aux 8 sommets. Ils comptent chacun pour 1/8 d'atome. Cette maille contient donc un seul atome A. L'exemple suivant, cette maille contient en plus un autre type d'atome B. En son centre, il compte pour 1. La maille contient donc un atome A et un atome B, soit un groupement formulaire AB. Un autre exemple là de maille élémentaire d'un réseau cubique. Donc vous voyez que
dans un réseau cubique, il y a des milliards d'atomes qui, selon OX, OY, OZ, mais qui sont répartis selon des cubes. Alors, la maille élémentaire est la plus petite unité qui se répète dans les trois directions de l'espace. Dans le réseau ci-contre que vous voyez, la maille élémentaire est un cube, donc figure en bleu. Donc vous voyez en bleu, c'est un cube, mais si vous multipliez selon OX, selon Y, selon OZ par un entier naturel, vous allez obtenir ce qu'on appelle la supermaille. Et donc là, la figure, le petit cube en bleu, ça s'appelle la maille élémentaire. Chaque sommet en deux mailles s'appelle un nœud du réseau cristallin. On a représenté ci-contre un fragment de cristal monoatomique de magnésium. La formule chimique de ce composé est évidemment Mg. Donc là, vous avez vu que la structure, la répartition, et si vous regardez un petit peu la base de cette figure, c'est hexagonal compact. Donc ça forme un hexagone. Donc là, c'est une structure hexagonale. Donc je vous expliquerai plus tard quand je vais énoncer les 7 systèmes cristallins. Cette maille possède 6 atomes B répartis au centre de chaque face. Ils comportent chacun pour un demi. Ils comptent chacun pour un demi. La maille contient un atome A et 3 atomes B, soit un groupement formulaire AB3. Cette maille contient 8 atomes A au sommet, 6 atomes B sur les faces, 1 atome C au centre et 12 atomes D sur les arêtes qui comptent chacun pour un quart. Elle contient donc un groupement formulaire AB3CD3. Donc là, j'ai parlé tout à l'heure de systèmes cristallins. Donc on peut les compter. Les systèmes cristallins sont tricliniques, monocliniques, orthorhombiques, rhomboédriques, hexagonales, quadratiques, cubiques. Et vous voyez pour chaque système cristallin, vous avez un réseau de Bravais. On appelle ça réseau de Bravais. Par exemple, triclinique, vous avez un réseau simple où A est différent de B, différent de C, donc ce sont les paramètres de maille, et alpha différent de bêta, différent de gamma, différent de 90 degrés, qui sont les angles entre les axes que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, dans ce système cristallin, vous n'avez qu'un réseau simple. Le système monoclinique, vous avez A différent de B, différent de C, alpha égale à gamma égale à 90 degrés, et bêta est différent de 90 degrés. Donc, pour ce système cristallin, vous avez deux réseaux, un réseau simple et un réseau à base centrée. Le système cristallin orthorhombique, A différent de B différent de C, alpha égale à bêta égale à gamma égale à 90 degrés. Comme vous pouvez le voir, le système orthorhombique possède 4 réseaux de Bravais. Un réseau simple, un réseau à base centrée, un réseau centré et un réseau à face centrée. Le système cristallin rhomboédrique, A égale à B égale à C, alpha égale à bêta égale à gamma, différent de 90 degrés. Donc pour ce système, vous n'avez qu'un seul réseau, un réseau simple. L'hexagonal, vous avez A égale à B est différent de C, alpha égale à bêta égale à 90 degrés et gamma égale à 120 degrés. Donc vous avez un réseau simple. Le système cristallin quadratique, vous avez A égale à B différent de C et alpha égale à bêta égale à gamma égale à 90 degrés. Ce système possède deux réseaux, un réseau simple et un réseau centré. Enfin, le système cristallin cubique, A égale à B égale à C, alpha égale à bêta égale à gamma égale à 90 degrés. Ce système cristallin possède trois réseaux, un réseau simple, un réseau centré et un réseau à face centrée. Donc si vous comptez les réseaux, vous allez trouver 14, et si vous comptez le système cristallin, vous allez trouver 7. Donc on dit qu'il y a 7 systèmes cristallins et 14 réseaux de Bravais. Alors quand on fera les exercices, on utilisera le système cristallin le plus simple qui est le cubique. C'est là où je vais vous montrer comment on trace un plan cristallographique
et je vais vous montrer comment on trace une direction ou bien une rangée. Donc, le prochain cours portera sur les axes de symétrie. Les axes de symétrie, un réseau peut posséder différents éléments de symétrie. Pour vous expliquer ça, étant donné une droite delta et un nombre n appartenant à grand N, la rotation d'axe delta et d'angle 2π sur n est appelée rotation d'ordre n. Donc notez avec ce symbole, lambda en majuscule à la puissance n, c'est-à-dire c'est un axe qui est d'ordre n. Pour vous expliquer ça, on va prendre un réseau carré. Donc on ne va pas être on va pas prendre un réseau cubique, on va prendre un réseau carré, vous allez bien comprendre. Alors la notation lambda à la puissance 4, ça veut dire c'est un axe d'ordre 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je fais une rotation de 2π, on avait dit 2π sur n, ça veut dire 2π sur 4. 2π sur 4, ça fait π sur 2. Si je fais une rotation de 2π sur 2, 2π sur 4, ça veut dire π sur 2, je retrouve le même type d'atome. Donc c'est dans cette figure, je peux bien montrer que pour passer de l'atome par exemple 2 à l'atome numéro 1, ben, je fais une rotation de 90 degrés, et 90 degrés, c'est π sur 2. Et π sur 2, ça veut dire 2π sur n, avec n égale à 4. Donc on dit que ce réseau possède un axe d'ordre 4. Si on prend un système hexagonal, donc dans un système hexagonal, on peut dégager un axe d'ordre 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on fait une rotation de 2π sur 6, et 2π sur 6 et π sur 3, on retrouve le même type d'atome. Et donc là, si on fait une rotation, bien entendu, de 2π sur 6, c'est-à-dire π sur 3, on retrouve le même atome. Donc cet atome-là à celui-là, de celui-là à celui-là, etc. Donc après, on fait le tour. Alors, il a été démontré qu'un réseau ne peut admettre que des axes d'ordre 2, 3, 4 et 6. Pas autre chose. On ne peut avoir que ces axes-là. Alors, il faut connaître aussi, et ça on le fera en TD, c'est quoi une direction ou bien une rangée? Alors, une direction ou rangée, c'est une droite qui passe par les nœuds du réseau et par l'origine. Donc là, j'ai représenté 3 cubes superposés selon OX. Donc si je veux, par exemple, tracer la rangée 2, 0, 1. Alors quand on parle de le réseau rangée 2, 0, 1, on met entre crochets. Donc c'est comme les coordonnées, mais en fin de compte, ce sont les indices de Miller de direction, qu'on appelle ça HKL entre crochets. Alors ça veut dire que si on suit le trièdre que j'ai montré ici, OX, Y, Z, 2 en premier, c'est-à-dire 2 selon OX, donc j'avance de 2 selon OX, 0 selon Y, je ne bouge pas, et 1 selon Z, donc je monte jusqu'au sommet de l'arête, donc 1. Et je relie ce nœud-là avec l'origine et j'obtiens la direction 2, 0, 1. Maintenant, si je veux représenter la direction 1 bar 0, 1, il faut savoir qu'en cristallographie, moins 1, c'est 1 bar. Quand on met une barre, ça veut dire qu'il y a un signe négatif. 2 bars, ça veut dire moins 2. Alors 1 bar, ça veut dire moins 1, c'est-à-dire, comme on prend l'origine ici, 0, c'est l'origine du trièdre, moins 1, ça va être moins 1 selon x. Donc je recule, 0 selon y, je ne bouge pas, et 1 selon z, je monte. Et là, j'obtiens le nœud, et je peux relier ce nœud-là avec l'origine, et j'obtiens la direction 1 bar 0, 1. Donc là, on va faire des exercices pour bien tracer les directions ou rangées, et vous allez très bien comprendre ça avec différents exemples. Maintenant, on va voir c'est quoi un plan. Et surtout, on va parler de plan réticulaire. 3 nœuds non collinéaires définissent un plan. Soit OX, OY, OZ
et un plan qui les coupe aux axes X, Y et Z, leurs longueurs respectives sont les inverses des indices HKL. Et ces indices HKL, on les appelle les indices de Miller. Tout à l'heure, j'ai parlé des indices de Miller de direction, mais là, je vais parler des indices de Miller de plan cristallographique. Partout nœud passe un plan réticulaire à un plan réticulaire donné et identique à celui-ci. L'ensemble des plans parallèles à un plan donné constitue une famille de plans réticulaires. Les plans sont régulièrement espacés d'une distance d, et cette distance d appelée distance interréticulaire. Toujours dans le plan réticulaire, et si vous regardez donc la figure sur cette diapositive, les plans constitués par les nœuds du réseau sont appelés plans réticulaires, on l'a dit. On a représenté ci-contre en bleu un plan réticulaire particulier dans un réseau cubique. Il existe évidemment plusieurs types de plans qui se distinguent par leur orientation par rapport au réseau. Alors maintenant, et ça on va le faire pendant les travaux dirigés, comment indexer des plans cristallographiques? Alors premièrement, il faut savoir que les indices de Miller de plan, HKL, on les représente entre parenthèses. Par contre, les directions, on les représente entre crochets. Alors ces indices de Miller sont les inverses des intersections du plan avec les trois axes du cristal en fonction des longueurs A, B et C. Pour déterminer ces indices, premièrement, il faut déterminer les points d'intersection, c'est-à-dire l'origine des trois axes ne doit pas être dans le plan. Comme là, par exemple, nous avons le cas de 1, 1/2, 2 tiers. C'est-à-dire que 1, c'est l'intersection avec l'axe OX, et 1/2, c'est l'intersection du plan avec l'axe OY, et 2 tiers, c'est l'intersection du plan avec l'axe OZ. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les inverses. Donc l'inverse de 1, c'est 1, l'inverse de 1/2, c'est 2, l'inverse de 2 tiers, c'est 3/2. Ensuite, on réduit les fractions au plus petit commun dénominateur, donc on aura 2 sur 2, 4 sur 2, 3 sur 2. Enfin, on ne retiendra que les numérateurs, donc dans ce cas, c'est 2, 4, 3. Et là, donc vous avez le plan HKL. Alors, les structures cristallines des métaux. Maintenant, on va voir les structures cristallines des métaux. Les atomes dans les métaux s'ordonnent suivant 3 structures cristallines principales. Donc, soit cubique centré, soit cubique face centré, ou bien hexagonal compact. Donc, on a écrit le cubique centré en abrégé CCC, cubique face centré CCFC et hexagonal compact HC. Donc là, c'est une manière différente pour représenter le cubique face centré, le cubique centré et l'hexagonal compact. Mais pour ça, pourquoi? Parce que tout simplement, il faut savoir comment on organise un empilement compact. Dans les cristaux monoatomiques de métaux ou de gaz rares, les atomes sont considérés comme des sphères rigides qui s'empilent de façon à occuper le moins de place possible, donc moins d'espace possible. Une grande compacité permet en effet de maximiser les forces de cohésion du cristal et donc de minimiser cet espace, minimiser le vide. Dans le cristal A, ci-contre, un atome représenté en rouge est entouré par 6 autres atomes identiques qui sont représentés en bleu. C'est un plan compact. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'espace. Donc on les a collés entre eux et il n'y a pas, pour pouvoir minimiser le vide. Il y aura toujours le vide, mais là on l'a minimisé. Donc on avait fait ce qu'on appelle un arrangement compact dans un plan. Et là, une autre manière de chercher la compacité, c'est la superposition compacte de plans. Donc vous voyez que l'atome rouge, il est carrément au milieu et entouré par les atomes bleus. Alors, il existe 2 types d'empilement.
On va les expliquer. Les structures CFC et HC peuvent être présentées d'une autre manière en considérant des empilements de sphères identiques et indéformables, figurant les atomes. La question qu'on va se poser, comment disposer ces sphères de façon à obtenir le maximum de compacité, c'est-à-dire minimiser le volume du vide entre les sphères. Et nous avons vu avant quelques exemples. Maintenant, on va voir comment, à partir d'un modèle unidimensionnel, comment arriver à minimiser le vide et organiser ces atomes, que j'ai appelés ici des sphères, à 3 dimensions. Alors premièrement, si je vous donne des boules, qu'on va considérer, on va assimiler des atomes à des boules, si je vous donne des boules et je vous demande de me les empiler à une dimension, bien vous allez les ordonner selon une ligne et vous allez les coller pour pouvoir minimiser le vide. Maintenant, à 2 dimensions, donc vous allez prendre exactement la même configuration à une dimension, mais vous allez placer la deuxième ligne en boule décalée par rapport à la première. Et la deuxième, bien entendu, décalée encore par rapport à la deuxième, etc. Et ainsi de suite, on peut avoir une compacité à 2 dimensions pour minimiser le vide. Maintenant, pour pouvoir placer un plan au-dessus du premier plan, pour pouvoir minimiser le vide. Alors, il faut faire subir au plan P2 une translation alpha-bêta, où alpha, c'est le centre de la boule du premier plan, et bêta, c'est le centre de la boule du deuxième plan. Les centres des atomes du deuxième plan vont se trouver à l'aplomb des interstices du plan P1. Les interstices du plan P2 peuvent occuper 2 sites différents par rapport à P1. Certains par rapport à K, comme vous le voyez, et d'autres par rapport à L. Maintenant, à 3 dimensions, l'empilement, on peut ajouter un plan P3, soit de la même manière que le plan P1, ou bien un plan P3 où on va décaler encore de bêta-gamma, où gamma, ça va être le centre de la sphère du troisième plan. Donc, si on choisit un troisième plan décalé de bêta, ou bien avec une translation de bêta-gamma, dans ce cas-là, j'aurais fait une translation de alpha-bêta plus bêta-gamma, et bêta-gamma, c'est comme alpha-bêta, donc par rapport au plan P1, j'aurais fait une translation de 2 alpha-bêta par rapport au plan P1. Par contre, le deuxième modèle serait que je fasse une translation alpha-bêta et une translation bêta-alpha. C'est-à-dire que le plan P2 va être en sandwich entre le plan P1 et le plan P3. Donc, quand j'aurai fait une translation alpha-bêta et une translation bêta-alpha, là j'appellerai un empilement AB. Si je fais une translation alpha-bêta suivie d'une translation bêta-gamma, là je vais faire une translation de 2 alpha-bêta par rapport au plan P1. Donc, en répétant invariablement l'une ou l'autre de ces 2 procédures, on obtient 2 types d'empilement. Translation alpha, empilement ABC, ABC. Translation où on alterne alpha-bêta et moins alpha-bêta, ça c'est l'empilement AB, AB. Donc là, on peut donner des exemples des 2 types d'empilement. Comme là, vous avez l'empilement hexagonal compact. Là, vous voyez les atomes rouges et les atomes bleus. Au premier plan en bleu succède le plan en rouge. Chaque atome du plan étant situé au creux formé par 3 atomes du plan. L'alternance des couches et dans la séquence conduit à un empilement de type hexagonal compact. Là, c'est un arrangement AB, 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 etc.
Le calcul de la compacité, qui est le rapport du volume des atomes sur celui de la maille, montre que les atomes peuvent occuper au plus 74% de l'espace. Il reste alors 26% de vide entre les atomes. Ici, vous avez un empilement, un arrangement ABC, ABC, ABC. Donc, il existe une autre possibilité d'arrangement des plans de sphères, comme je l'ai montré tout à l'heure. C'est la succession ABC, ABC, ABC. Les atomes du troisième plan C occupent les autres creux laissés par les atomes du plan B. Il s'agit alors de l'empilement cubique à face centrée. Les plans de compacité maximale ne sont cependant pas les plans des faces de la maille cubique face centrée. Empilement cubique à face centrée, donc là, vous avez vu un modèle de cubique face centrée. Et je vous remercie. Donc la prochaine fois, je vous parlerai des propriétés mécaniques des biomatériaux, où on va voir quelles sont les déformations qui sont liées au temps et les déformations qui sont relativement peu liées au temps. Et pour cela, on va utiliser une courbe de traction où on va expliquer en détail les trois phases qui existent dans cette courbe-là. Je vous remercie.